Vous écoutez un podcast de Radioma, la radio de création de ma scène nationale. Danse sur écoute. Danse sur écoute. Sur écoute. Danse. Danse. Cette photo, c'est une photo de moi avec mon professeur de danse contemporaine. Là, je suis en fin de cursus du CNSM, donc ça doit être en 98 ou 99. J'ai une espèce de débardeur un peu dégueulasse, avec un jogging gris. Je suis sur relevé, j'ai la jambe devant, les bras à la seconde, en cœur. On dirait presque une position de Cunningham. Danse sur écoute. Clémence Galliard, Ashley Chen. J'aperçois Ashley. Il est en train de danser. Au ralenti. Un solo de Merce Cunningham. Idyllic Song. Je vais m'approcher par derrière pour voir de plus près. Belle bête. Je suis tout proche maintenant. Sculpter l'espace. J'aperçois ces tatouages sous le bras gauche. Une ligne Connexion. qui cercle et traverse 3 boules vertes. Doigt, coude, talon. Elle continue jusqu'au biceps. Et sous le bras droit, un chardon art déco avec plein de fleurs, c'est joli. Tenir l'équilibre. Là, il est en équilibre sur le pied droit, pointé vers l'arrière. Architecture. Maintenant sur les 2 pieds, les bras en V. Angle. Je vais regarder par en dessous. Je vais me faufiler. Ah, les coudes se sont resserrés sans prévenir vers l'avant. Changement de poids du corps. Je me rapproche encore un peu. Je vais essayer de le toucher sans le déranger. Le petit moment Trish Brown. C'est dur. On étire. Ça sent la lessive. Suspension. Architecture dans l'espace. Sur demi-pointe, dos à 90 degrés. Contrôle. Ça c'est typique, c'est une position de Cunningham dans les échauffements. Petite crampe au mollet. Repose les talons, bras vers l'avant, genou droit qui plie, arabesque. Je vais essayer de faire pareil. Oh, c'est pas du tout facile. On revient. Et là, plie la jambe gauche derrière, ramène le genou gauche devant. On reprend appui. Dépose, respire. Ouh, on dirait qu'il respire pas. Par contre, il transpire un peu. Il y a une petite goutte sur sa tempe gauche qui dégouline. Travail de périphérie. Je me demande à quoi il pense. Éviter d'être dramatique. Les cheveux sont coupés courts. Accélère. La barbe naissante. Rythme. Il est très souple dans la colonne. Ça balance. Le pied gauche ouvre dans la diagonale. Suspend. Repose. Suspend. Repose. Suspend. Repose jusqu'au bout des doigts. Belle ligne dans le bras gauche. Équilibre. Les fesses sont bien musclées. On ne lève plus la jambe comme avant. Quadriceps bien bandé jusqu'au bout des pieds. Tilt. Tilt à gauche. Passage devant, fente. Grande souplesse de l'entrejambe. Main droite au sol. Repos. Il se relève, l'air décidé. Couronne. On repart sur un équilibre sur un pied. Twist and curve. Tout le corps est mobilisé. Sur une jambe. Ça a l'air vachement compliqué à tenir. J'ai jamais aimé ça. Ah, là on dirait un oiseau. Un flamant rose. Soulève le bras droit. De nouveau sur 2 pieds, bien ancrés dans le sol. Les orteils se décollent, puis ce sont les talons qui décollent, équilibre. Je vois ses poils de bras, ils sont luisants. Grand arche en arrière. Incroyable ce cambrai. Et on essaie de voir jusqu'où va la colonne. Arch. Grande souplesse de la colonne vertébrale. On reprend, on fait le cavalier. On dirait qu'il porte des sacs de course maintenant. Un devant, un derrière. Jamais trop aimé ces images. Mais ça permet de se souvenir de la chorégraphie. Et je cède dans les talons, paf. Je cède dans l'autre talon, paf. Le costume, normalement, c'est un académique poussin. Et Tout jaune. C'est assez moche. paf.
Là, je commence le skater. Ice skating. Ça fait toujours des bleus. Parce qu'on se tape sur le tibia. Et balance, clac. Et clac. Encore à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ah, le pied gauche heurte la cheville droite, ça tape. C'est physique, c'est vraiment physique là. Allez, ça tape. Tout le corps en prend un coup là. On dirait une éolienne. Coup de frein, stop. Bras droit au-dessus de la tête. Déployez le bras droit. Je vais changer de point de vue, passer par devant. On arrive à la fin du solo. Quelques gouttes de transpiration sur le t-shirt. L'autre bras maintenant au-dessus de la tête. Sur demi-pointe, toujours. Équilibre impeccable. Développer du bras. Tout petit mouvement d'aile au bout du bras droit. Mouvement de poignet. Ramène tranquillement. On revient. Soulève. Équilibre vers l'avant. On dirait un super-héros. Bras droit qui descend. Talon qui se dépose. Regard qui suit la main vers l'arrière. Je crois qu'il m'a vu. Je suis repéré. Reviens face. Demi-pointe. Tilt. Tilt à droite. Plié. Rassemble les pieds parallèles Curve. et déroule la colonne vertébrale. Danse sur écoute. Danse. Sur écoute. Danse sur écoute. Bonjour Ashley. Bonjour Clémence. On se connaît depuis 25 ans. On s'est rencontrés en 1997. Et oui, au Conservatoire de Paris. Oui. Depuis, tu as travaillé avec beaucoup de chorégraphes. Je vais en citer quelques-uns pour situer un peu ton parcours. Oui. Alors, il y a eu Merce Cunningham, puis l'Opéra de Lyon. Dans les anglo-saxons, on peut citer aussi John Scott. En France, Mieko Campo. Mhm. Et enfin, Boris Chermat, avec qui tu travailles encore d'ailleurs. Oui. Alors aujourd'hui, tu nous as proposé un solo qui s'appelle Idyllic Song de Merce Cunningham, qui a été créé et dansé par lui. Tout à fait. Je voulais te demander pourquoi tu avais fait ce choix de nous proposer ce solo et quelle place il a dans ton parcours de danseur. En fait, Idyllic Song est un solo qui est, je trouve, assez représentatif du travail de Merce Cunningham, dans le sens où il y a cette notion de conscience du corps, comment sculpter l'espace, comment remplir le temps et comment jouer avec ces notions-là. C'est un solo que j'ai appris bien après mon temps chez Cunningham. En fait, j'ai retravaillé avec Robert Swinston au CNDC d'Angers quand il était directeur sur Beach Birds. Et il m'a demandé de réapprendre ce solo pour un event qu'il organisait pour le musée d'art moderne de Paris. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dansé parce que je me suis fait opérer du genou à la place. Ah, Mais je l'ai beaucoup redansé après, lors de performances avec Boris Chermat, enfin la performance qui s'appelle 20 danseurs pour le XXe siècle. Donc c'est un solo qui ne se déplace pas tant que ça, donc qui est un peu plus facile à ce niveau-là. Après, c'est d'autres tensions, enfin tension c'est pas le bon terme, mais d'autres manières de le tenir. oui, parce qu'il y a beaucoup d'équilibre. D'équilibre, oui, puis... Et tout est un peu au ralenti. Très souvent. C'est vraiment, oui, c'est un travail de détendre le temps, en fait, je trouve. On a souvent tendance à croire que Cunningham, c'est des séries de triplettes qui s'enchaînent et qui partent dans tous les sens. Mais il y a eu beaucoup de travail de conscience du corps. Et c'est un petit peu aussi quelque chose qui a formé ma manière de performer. Ah oui. Enfin, d'être conscient tout le temps de ce qu'on est en train de faire. Peu importe quel est le mouvement, en fait. Puisque je me rends compte que selon les pièces ou le travail des chorégraphes avec qui j'ai travaillé, ces notions de conscience du corps peuvent être appliquées. Et est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la musique du solo ? Je crois qu'il y a une petite anecdote au sujet de la musique qui accompagne cette danse. Donc, Merce avait créé ce solo sur une musique d'Eric Satie qui est Socrate. Et John Cage, son compagnon artistique et de vie d'ailleurs, avait refait une adaptation au piano.
Et dans les années 70, Murs a voulu reprendre ce solo pour une pièce qui s'appelait Second Hand, de seconde main. Et il voulait réutiliser cette musique de Satie, sauf qu'il n'a pas eu les droits. Donc, John Cage a décidé de créer une musique pour cette pièce, Second Hand, qu'il a appelée Cheap Imitation, mauvaise imitation. À cette époque-là, donc. À cette époque-là, dans les années 70. 70. Et il est vrai que c'est assez rigolo, puisque maintenant, on n'a pas le droit d'utiliser cette musique Cheap Imitation. Donc, on est revenu à utiliser la musique d'Erik Satie. Alors, tu es un des rares danseurs français à avoir passé du temps dans cette compagnie américaine de renommée internationale, qui a une grande aura en France, parce que de nombreux chorégraphes français des années 80 se sont formés à cette technique à l'époque. Tu y as passé combien de temps et quel rôle est-ce que ça a joué dans ta carrière ? Je suis arrivé à New York en 1999. J'avais passé une audition au Théâtre de la Ville en novembre ou octobre ou novembre, quelque chose comme ça. Et en décembre, j'ai été engagé, donc j'ai pris l'avion et j'ai commencé à travailler avec eux en décembre 1999. J'y suis resté 4 ans. Je suis revenu en décembre 2003 pour intégrer le ballet de l'Opéra de Lyon. J'avouerai que j'ai découvert en fait le travail de Cunningham une fois sur place. J'ai eu une opportunité absolument incroyable en fait. Quand j'ai passé l'audition et qu'ils m'ont proposé le boulot, j'ai eu un peu peur moi-même parce que j'avais 20 ans, je sortais de l'école et je ne voulais pas y aller d'ailleurs. Et puis mon papa m'a dit si tu n'y vas pas, tu ne rentres pas à la maison. Voilà, donc il m'a un peu poussé au cul comme on dit. Je trouvais ça important. Et tu le remercies aujourd'hui ? Tout à fait, complètement, puisque ça a formé le reste de ma carrière d'interprète, de chorégraphe et aussi ma vie personnelle. Oui, ça a joué sur pas mal de tableaux. Donc, c'était un passage important de ma vie, on va dire. Je peux dire que ce qui m'intéressait et ce que j'ai vraiment appris au niveau artistique, pour moi, il y a eu le côté hyper technique et de finir ma formation de danseur, entre guillemets. Mais surtout, c'était la liberté de voir d'autres choses, de ne pas rester fermé dans des codes de danse. Cunningham et Cage ont révolutionné dans les années 40, 50 plein de concepts, notamment avec tous les concepts de systèmes de création aléatoire. Merce Cunningham, pour la composition de ses chorégraphies, utilisait plein de systèmes aléatoires différents pour savoir le nombre de danseurs à droite, à gauche ou dans l'espace. Il utilisait des dés, des cartes et d'autres systèmes encore. Et puis John Cage et Merce ont décidé de créer une indépendance entre musique, danse, lumière, costume pour créer une expérience totale. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que chacun travaille de son côté. Et la seule chose qui était importante était la même, que tous ces vecteurs aient la même durée. Par exemple, Merce crée une chorégraphie de 25 minutes, John une composition musicale de 25 minutes, les lumières arrivaient au dernier moment et ça crée les pièces. En fait, c'est-à-dire que toi, danseur, parfois, tu découvrais la musique le soir de la première. Tout à fait. Et aussi, parfois, était tiré au dé l'ordre de la partition du soir. Voilà, ça c'est pour les events. Était créé ça, c'était de cette pour les manière. events, ils tiraient au dé l'ordre des danses le soir même. Oui, puisque les events étaient des parties découpées du répertoire de la compagnie. C'est ça. Et ça l'amusait de pouvoir recréer une performance, un spectacle unique chaque soir, selon l'espace. Et c'est pas compliqué en tant que danseur de découvrir... On s'y habitue. Mais ça permet de travailler notre concentration, en fait. Ça a teinté ton travail aujourd'hui de chorégraphe, j'imagine ? Tout à fait. Enfin, tout à fait, je sais pas. Dans quelle mesure ? Ou Mais inconsciemment ? dans le sens où, en fait, en tant qu'artiste, je dirais que je n'ai pas peur de l'expérimentation. J'ai pas peur des choses qui peuvent être un peu bancales. Et justement, ça m'excite presque. Dans le sens où j'aime pas trop les choses qui sont un peu trop harmonieuses, trop jolies. Je trouve que c'est important de pouvoir amener le spectateur à un certain questionnement sur le coup. De se retrouver en face à des choses qui ne sont pas trop jolies. J'aime bien les voir, ces spectacles harmonieux. Mais moi, en tant que créateur, qu'artiste, ce n'est pas ce que je recherche à faire.
J'ai l'impression que toi, en tant que danseur, tu joues souvent avec les limites, avec les extrêmes dans ton mouvement et dans l'écriture de tes pièces, par exemple, comme dans le duo que tu as fait avec WAC, avec Philippe Connaughton, Connaughton. où vous passez votre temps à vous battre, le duo avec Julien Monti, où vous passez votre temps à courir. Pour moi, l'engagement physique est quelque chose qui est très très important. La dépense physique. Et Et ça, tu ça a sais été- pourquoi, depuis le conservatoire, tu as besoin de pousser ton corps dans des endroits... En fait, quand j'étais plus jeune danseur, c'était surtout parce qu'une fois que j'arrivais à ce stade de technique, je m'ennuyais un petit peu. Je trouvais ça trop facile. Et il est vrai que le travail de Cunningham, ce qu'il demandait pour les danseurs, c'était la même chose. Les combinaisons étaient tellement difficiles techniquement qu'une fois qu'on y arrivait, Meurs se disait je vais rajouter un truc en plus pour que ce soit un peu plus Oui, compliqué. en fait, pour eux. c'est vraiment... Il flirtait avec l'impossible. Et c'est ça, quand on voit une pièce de Cunningham, je suis d'accord, on a l'impression que vous êtes toujours un peu en situation limite d'échec ou de déséquilibre, parce que... C'est pas pour moi, c'est pas l'échec. Non. Je trouve qu'il poussait parce que ce qui l'intéressait, c'était pas tant la forme finie, pareil d'un mouvement harmonieux et techniquement joli ou incroyable. Mais et on n'est pas tous d'accord. Mais moi, je pense que Meurs, ce qui l'a intéressé, c'était de voir comment on arrivait à organiser son propre corps pour essayer d'arriver à la tâche demandée. Et pour moi, c'est ce qui faisait ressortir l'humanité de chaque interprète, chaque individualité en fait. Et il est vrai que je suis un peu tendance moi en tant qu'interprète, un peu moins maintenant parce que je suis plus vieux, mais à me balancer contre les murs, à essayer d'aller le plus loin possible tout le temps. Je trouvais ça assez excitant. Et dans mon travail chorégraphique, il est vrai que je trouvais que c'était intéressant de vraiment essayer de faire ressortir par cette dépense physique extrême, de faire ressortir les individualités, les personnalités de chaque interprète. Et puis, depuis 2018, je me rends compte que, parce que j'ai travaillé sur une pièce de groupe qui s'appelait Unisson, qui est intergénérationnelle. Donc, il y avait des interprètes avec, disons, plus d'expérience et d'autres qui sortaient de l'école. Mais ceux qui avaient un petit peu plus d'expérience n'avaient pas du tout envie de se faire mal et de se balancer partout. Donc, il y avait une recherche d'une intensité physique et d'un engagement physique autre que la manière dont moi je l'aurais approché. Et est-ce que tu sais pourquoi la scène est ton média ? Pourquoi tu as besoin de faire de la scène ? Parce que c'est ma manière de contribuer, j'ai l'impression. Moi, j'ai envie d'amener les gens à leur propre réflexion. Et pour l'instant, c'est ce que je trouve pour y parvenir, en fait. Mais il est vrai qu'après toute cette période de pandémie, qu'est-ce que c'est que la scène ? Qu'est-ce que c'est que les boîtes noires ? Comment est-ce qu'on peut ramener des propositions intéressantes et artistiques intéressantes à l'extérieur de ces théâtres pour toucher plus de personnes possible, sans que ça soit des propositions artistiques trop faciles. Parce que je suis persuadé que tout le monde peut apprécier l'art contemporain. Pour finir, je t'ai demandé d'apporter un objet emblématique de ta carrière. Est-ce que tu peux me dire de quoi il s'agit ? J'ai ramené un académique bleu électrique. C'est une espèce de collant qui prend tout le corps. C'est quelque chose qui était typique pour les pièces de Merce Cunningham. Une espèce de costume qui, pour l'interprète, est vraiment très inconfortable parce qu'on se sent un peu à nu. Mais j'avoue que moi, quand je vois des gens en académique, j'aime bien. Et surtout s'ils ne sont pas gaulés comme des super danseurs. Enfin, parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez beau de voir ces corps différents. Voilà, je trouvais que c'était assez représentatif de mon temps chez Meurs. C'est quelque chose que je détestais quand j'étais chez Meurs, c'est que j'ai continué à porter bizarrement à la demande d'autres chorégraphes tout du long de ma carrière. Et t'en as pas marre qu'on te reparle souvent de ça, de ton héritage, Merce Cunningham J'en ai eu marre à un moment donné, mais il est vrai que ça fait partie de mon héritage, ma vie, et puis c'est pas... j'en suis pas un peu fier non plus. Beaucoup de gens m'associent à ce travail, même si je travaille par exemple plus longtemps avec Boris Cernat qu'avec Merce Cunningham. Ouais. C'est peut-être parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, français. Oui, vous à n'êtes avoir... que deux danseurs Cédric. français, avec Cédric Andrieux, à avoir travaillé pour la compagnie. Ouais. Du coup, ça marque. C'est ça.
Merci à Ashley Chen. Danse sur écoute est un podcast de Clémence Galliard et Juliette Medevielle. À la technique, Jean-Philippe Burger et Basile Bocquer. Cet épisode a été enregistré dans le cadre d'une résidence de création à Montbéliard et produit par Radioma. Retrouvez Radioma, la radio de création de ma scène nationale, sur radioma.eu.